Bon, si vous voulez, on peut commencer? Oui, D'accord. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir lors de notre séminaire professeur Jean-Pierre Raymond. Merci, professeur, pour d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Raymond est professeur à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Il est auteur de plus que 100 publications, cité plus que 1000 fois. Monsieur Raymond travaille sur les problèmes de contrôle optimal, les nulles contrôlabilité, les estimations de Karleman, mécanique de fluide. Alors aujourd'hui, il va nous exposer un travail intitulé Approximation of Feedback Gains Stabilizing Fluid Flows. Euh, Cher professeur, je vous cède la parole. merci. Bon, c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui à Tunis, même si c'est uniquement virtuellement. C'est une visite supplémentaire. Je vais vous parler de travaux en lien avec Mehdi Badra sur l'approximation des lois de feedback pour stabiliser des écoulements fluides. Donc, typiquement, on a un écoulement qui vérifie les équations de Navier-Stokes. V est la vitesse du fluide. Vs est un état stationnaire. Et on souhaiterait, à l'aide d'un contrôle, qui sera noté U par la suite, on aimerait que la différence V moins Vs tende exponentiellement vers 0 quand t tend vers l'infini. Les équations étant vérifiées par V et Vs étant non linéaires, Z vérifie une équation non linéaire. Mais en première approximation, on peut s'intéresser au système linéarisé qui va être de la forme suivante. Donc, on a Z' égale à Z plus BU. A, c'est l'opérateur qui pilote l'équation. B, c'est un opérateur de contrôle. Et U, c'est le contrôle. Donc, si on veut faire tendre cette quantité vers 0, on cherche un U. On va le chercher sous la forme d'un feedback, c'est-à-dire sous la forme d'un opérateur grand K appliqué à Z de t, capable de stabiliser ce système, c'est-à-dire pour lequel A plus BK sera le générateur d'un semi-groupe exponentiellement stable sur l'espace considéré qui est noté ici grand Z. Pour des raisons numériques, on est souvent amené à approcher ce système par un autre système indexé par epsilon, où A epsilon est une approximation de A, B epsilon est une approximation de B, et on souhaite approcher l'opérateur de feedback K par un opérateur K epsilon qui, lui, va stabiliser le système approché dans Z epsilon. Donc, la question est la suivante. Dans le cas où Z epsilon est un sous-espace de Z, on peut introduire un projecteur et ce qu'on souhaiterait, c'est trouver des conditions pour lesquelles on va avoir K epsilon, P epsilon qui convergent vers K ou éventuellement avoir un taux de convergence de K epsilon, P epsilon vers K. Dans le cas où on considère une approximation numérique typiquement par élément fini, le epsilon est souvent noté H, qui est le pas de la discrétisation. J'ai choisi ici epsilon parce que je vais vous parler d'un autre type d'approximation qui va être une approximation par pénalisation. Alors, la question est la suivante.
Comment calcule-t-on un tel feedback K? Comment peut-on montrer ce type de résultat d'approximation? Un moyen de calculer un feedback, qui n'est pas le seul, c'est de chercher la solution d'un problème de minimisation à un horizon de temps infini. Alors pour ça, on part du système de la paire AB. On suppose que la paire AB est stabilisable, c'est-à-dire qu'il existe bien des contrôles qui font ce qu'on souhaite. On se donne un autre opérateur d'observation qui peut être l'identité ou qui peut être notre opérateur, et on souhaite minimiser ce critère lorsque la paire ZU vérifie l'équation précédente associée à la paire AB. Donc, sous certaines hypothèses, quand la paire AB est stabilisable et la paire AC détectable, ça signifie que A étoile, C étoile est aussi stabilisable. Dans ce cas-là, on peut démontrer que le problème qui est défini ici admet une solution unique et que cette solution peut être donnée sous la forme d'un feedback. Sous la forme suivante, moins B étoile pi, appliqué de T, où pi est la solution d'une équation de Riccati algébrique, donc en anglais c'est algebraic Riccati equation, ici. Donc c'est cette démarche-là qu'on va suivre. Je présenterai ces équations par la suite. Donc, qu'est-ce qui est connu? Ne pas oublier qu'on souhaite toujours se placer dans le processus d'approximation. Donc, qu'est-ce qui est connu? Les premiers résultats d'approximation ont été trouvés dans les années 80 pour des approximations de type élément fini ou des approximations de type différence finie. Un des résultats importants d'Ito en 87 est de montrer qu'on ne peut avoir ce type de résultat que lorsque la paire approchée, qui est notée ici AHBH, puisque H est ici le paramètre de discrétisation, est ce qu'on appelle uniformément stabilisable. Ça signifie que il faut qu'on ait une famille de feedback KH pour lequel H plus BHKH sera exponentiellement stable, mais avec des constantes et un taux de décroissance valable pour tout H. Et donc, ce type de condition est relativement restrictif et ne peut pas s'appliquer à n'importe quelle classe d'opérateurs. Et Kunich et Banks ont démontré en 84 que cette condition d'uniforme stabilisabilité était satisfaite pour les équations paraboliques et pour les méthodes classiques d'approximation. Alors, tous ces résultats sont obtenus avec deux conditions. La première, c'est que l'opérateur de contrôle B est un opérateur de contrôle borné. Typiquement, pour une équation aux dérivées partielles, ça va être un contrôle distribué. Donc ça, c'est la première restriction. Et la seconde, c'est que l'espace d'approximation, Z epsilon ou ZH, est un sous-espace de Z. C'est ce qu'on appelle le cas des approximations conformes. Je vais essayer de montrer comment on peut faire sauter ces deux hypothèses-là. La première condition qui consiste à considérer des opérateurs de contrôle non bornés, ce qui est par exemple le cas quand on considère des contrôles au bord, Excusez-moi, oui.
Quelqu'un qui a oublié de désactiver de couper le micro, oui. S'il vous plaît, voilà, vous coupez les micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'extension au cas d'opérateurs non bornés a été faite par la CIECA et Reggiani dans une série de travaux qui s'étalent des années 90 aux années 2000. Et donc, la condition de B borné, qui est donnée ici, est remplacée par celle-ci. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que si on régularise un petit peu B, puisque ici, il faut penser que A est un opérateur elliptique, donc moins gamma, moins 1, ce serait inverser une équation elliptique. Donc, moins gamma, c'est certains termes de régularisation avec un gamma qu'on suppose strictement plus petit que 1. Donc, ce type de résultat, donc les résultats à la fois de convergence, obtention de taux de convergence ont été obtenus dans ce cadre-là, mais toujours dans le cas des approximations conformes. Or, ce qui nous intéresse, ce sont des approximations non conformes. Je vais expliquer que dans le cas des équations de Navier-Stokes, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc, non conforme, ça signifie que Z epsilon n'est pas un sous-espace de Z. Il faut évidemment comparer ce qui se passe dans l'équation dans Z et celle dans Z epsilon, et donc on fait l'hypothèse que les deux sous-espaces, les deux espaces Z et Z epsilon sont des sous-espaces d'un espace grand H commun. Alors pourquoi on n'est pas dans ce cas-là? Ben, si on prend par exemple les équations de Navier-Stokes et qu'on fait une méthode d'approximation par élément fini, l'équation de départ, elle est posée pour des champs de vitesse à divergence nulle et à trace normale nulle. Or, quand on fait une méthode classique, on prend des éléments dits non conformes, c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer que l'espace d'éléments finis soit un espace de fonctions à divergence nulle et à trace normale nulle. On va considérer ces conditions-là, elles vont être vérifiées, mais uniquement de manière approchée, pas exacte. Et donc, les espaces qu'on considère ne sont pas des sous-espaces de fonctions à divergence nulle à trace normale nulle, donc on a une approximation non conforme. Un autre exemple, c'est le cas sur lequel je vais passer pas mal de temps durant cet exposé. C'est le cas où la condition d'incompressibilité, divergence de Z égale 0, est approchée. Elle est approchée de manière complètement artificielle, mais par un petit paramètre. Donc, on suppose cette fois-ci que la divergence vérifiée dite de Z plus epsilon fois la pression égale à 0. C'est ce qu'on appelle la méthode de pénalisation. Elle a été très populaire et elle est encore. Elle présente de nombreux avantages et c'est sur ce type de problème que je vais vous présenter un certain nombre de résultats. Même si la méthode où les résultats obtenus s'appliquent à d'autres situations que celle-là, notamment au cas de l'approximation par élément fini. Donc, dans ce cas-là, le champ de vitesse initial vit dans cet espace-là, alors que, dû à la modification de la condition d'incompressibilité, dans la méthode de pseudo-compressible ou de pénalisation, le champ des vitesses est cherché dans L2. Donc, c'est tout à fait naturel de chercher à obtenir des résultats de convergence dans le cas non conforme.
Donc, le plan de l'exposé va être le suivant. Dans la première partie, je vais présenter ce qu'on appelle approximation non conforme pour Austin, qui est Navier-Stokes linéarisé et boussinesque. Et je rappellerai les résultats connus qui ont commencé avec des travaux de Themam en 1966. Je dirai brièvement ce qui est connu dans le cas du contrôle de ces modèles. Dans la partie 2, j'étendrai ces résultats au cas d'un contrôle distribué pour Austin et boussinesque. Et dans la troisième partie, on regardera ce qui se passe dans le cas d'un contrôle frontière. Donc, voilà quelle est la structure de l'exposé. Donc, venons-en au modèle auquel on s'intéresse, Navier-Stokes. On prend un domaine borné qui est de R2, R3, qui est soit régulier, soit polyédral, convexe ou pas nécessairement convexe. On s'intéresse à une solution stationnaire, VSQS, qui correspond à des données non nulles au bord ou dans le domaine oméga. On pourrait également prendre une condition ici. Et on considère le modèle d'évolution associée qui est Navier-Stokes, donc qui est celui-ci, dans lequel on prend une condition initiale qui est différente de VS, qui est une perturbation de la condition stationnaire. Quand Y0 égale 0, on s'assure qu'on a bien la solution stationnaire. Pourquoi? Parce qu'on prend ici les termes sources qu'on avait dans la condition stationnaire. Donc, si le Y0 égale 0, on colle parfaitement à VSQS. Mais on perturbe l'équation soit par une condition initiale, on peut également perturber par une condition limite ou un terme source. Quand on perturbe, quand on se place dans le cas où la solution stationnaire est instable, on va, si on ne fait rien, la stabilisation exponentielle ne va pas se produire et donc on va agir sur le modèle via un contrôle U localisé dans un sous-espace O un sous-ensemble O de oméga et on va souhaiter faire tendre V vers VS. Donc pour ça, on fait la différence V moins VS et Q moins QS et on considère le modèle associé qui est donné ici. Donc, il y a un modèle non linéaire. Le modèle exact ici est pris pour kappa égale 1 et le modèle linéarisé associé correspond à kappa égale 0. Donc, c'est ce système-là qu'on va vouloir stabiliser exponentiellement vers 0. Soit globalement quand kappa égale 0 ou localement quand kappa, localement, ça signifie pour des y0 relativement petits, quand kappa égale 1. Je vais vous parler de boussinesque. C'est ce qui a motivé ce travail sur l'approximation pseudo-compressible. Donc, boussinesque, c'est quoi? C'est le même système que précédemment, donc Navier-Stokes, mais couplé à une équation de convection-diffusion. Là, écrite en stationnaire, si on avait le terme d'évolution taux étant la température, on aurait une équation de type chaleur avec un terme de convection. On a deux termes de couplage ici. D'une part, la température agit par effet de gravité sur l'équation du fluide et la chaleur est transportée par convection par la vitesse du fluide. On suppose que, évidemment, les coefficients de viscosité ici et de diffusion sont positifs. Bêta est un vecteur quelconque, mais qui est souvent associé à la gravité. Donc, on suppose que la solution existe.
on considère le modèle d'évolution associée que l'on souhaite contrôler cette fois-ci par un contrôle à la fois dans l'équation de vitesse et dans l'équation de température. Donc, on a deux contrôles, U indice Y pour le fluide, Uθ pour la température, et U correspond au couple de contrôle. Donc, si on fait la différence, on a exactement la même problématique que précédemment, avec ici les deux termes non linéaires. OK. Alors, je vous dirai pourquoi je considère boussinesque. J'y reviendrai après, mais revenons à Navier-Stokes et considérons maintenant l'approximation pseudo-compressible. Donc, on prend le modèle précédent avec l'opérateur de contrôle, mais on remplace la condition de divergence par divergence de Y plus epsilon fois la pression égale 0. VS, epsilon ici, qu'on prend ici, c'est pas nécessairement le VS précédent, ça peut être le même, mais ça peut être également une approximation. L'intérêt de ce type d'approximation, il est relativement clair. Il est que la pression qui est donnée ici dans cette condition peut être exprimée en fonction de la vitesse. Donc, on peut remplacer le gradient de pression par son expression donnée ici, qui est réécrite ici. Et l'intérêt de la méthode, c'est de dire, on a ici une équation sans pression, que l'on va pouvoir résoudre indépendamment de l'équation en pression. La pression pourra être retrouvée a posteriori par cette condition-là. Donc, c'est une méthode très, très populaire pour laquelle il y a eu des tas de travaux, qui est à la base également de méthodes d'approximation numérique et que nous, on va considérer dans le cadre du contrôle. Donc, notre problématique, c'est de trouver un contrôle U qui stabilise le modèle initial, puis un U epsilon qui stabilise le modèle pseudo-compressible, et essayer de voir dans quelles conditions on va pouvoir avoir ce type de convergence. Alors, qu'est-ce qui est connu? Donc là, j'ai fini avec la présentation des modèles auxquels je vais m'intéresser. Qu'est-ce qui est connu dans la littérature? Les premiers travaux sont des travaux sur l'équation de Stokes stationnaire, qui est réécrite ici, que l'on approche par pénalisation sous cette forme, et les premiers résultats sont, j'ai noté ici 77, c'est l'ouvrage de Temam, mais sont dus à Temam dans les années 66. Et après, il y a également un article remarquable de Bercovier qui prouve ce type. Bercovier est un petit peu plus général, c'est pour ça qu'il a été écrit après, qui montre que pour des F dans H-1, le taux d'approximation entre V et V epsilon en norme H1 et P et P epsilon en norme L2 étant constante fois epsilon. Dans le cas d'évolution, pour des raisons que je n'ai pas le temps de présenter ici, si on considère la vitesse en norme L2 H1 et L infini en temps à valeur L2, la divergence qui est ici une approximation de la pression, donc L infini à valeur L2, on perd sur le taux de convergence, on est uniquement en racine carrée de epsilon. Donc voilà en gros ce qui est connu sur la partie approximation des équations. Sur la partie contrôle, les premiers travaux sont dus à Chrysafinos en 2004, qui considère un problème de régulation linéaire quadratique pour le problème de Stokes, c'est-à-dire un problème
quadratique avec l'équation de Stokes qui est linéaire, un contrôle distribué, un horizon de temps fini, donc un problème de minimisation sur 0 grand T. Donc, dans ce cadre-là, différents résultats, notamment de convergence du contrôle et de l'état approché vers l'état optimal du modèle de Stokes sont obtenus. Ces résultats ont été généralisés en 2011 par Mehdi Badra, donc collaborateur Jean-Marie Buchot et Laetitia Thévenet en 2011, dont généraliser ces résultats dans le cadre du système de Navier-Stokes linéarisé. Et plus récemment, et c'est ce travail qui motive ce que je vous présente aujourd'hui, Marius Stuxnak et Kevin Lebalch ont obtenu des résultats récents l'an passé, en 2021, pour le système de Boussinesq, c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de Boussinesq, pour un contrôle distribué et cette fois-ci un horizon de temps infini. Donc, il démontre des résultats de convergence sur les feedbacks et également des résultats de contrôlabilité à 0. Alors, je vais rapidement présenter leurs résultats avant de vous montrer quelle extension on peut obtenir. Donc, moyennant un certain nombre de réécritures, Boussinesq, on va pouvoir l'écrire sous cette forme dans l'espace des vitesses à divergence nulle et L2 pour la température, alors que le modèle pseudo-compressible, lui, sera écrit dans Z epsilon, donc L2 à la puissance 4, ça veut dire qu'on prend des champs de vitesse dans L2 et la température dans L2. Donc, c'est la raison, quand on est en dimension 3, c'est la raison pour laquelle ici on a la dimension 4. Donc, les résultats sur la partie feedback ont été obtenus pour une fonctionnelle de ce type. Là, il y a une erreur puisque le U ici, c'est un feedback, donc c'est dans l'espace des contrôles, c'est L2 puissance 4, puisqu'il y a 3 contrôles pour la vitesse et 1 pour la température. Alors, quels sont les résultats obtenus par Marius Stuxnak et Kevin Lebalch? Sont les suivants. Donc, ils adoptent l'approche Karlmann. Ils démontrent une inégalité de Karlmann globale pour Boussinesq pseudo-compressible, uniforme à un epsilon, ça signifie que les constantes qu'ils obtiennent sont indépendantes de epsilon. Ce résultat est obtenu en combinant une inégalité de Karlmann qui est obtenue par Mehdi Badra en 2011, couplé à des inégalités de Karlmann pour l'équation de la chaleur. Et j'insiste sur ce point, c'est la raison pour laquelle ils sont obligés de supposer que les états stationnaires sont Lipschitz. Donc, les résultats obtenus sont, à partir de cette inégalité de Karlmann, un résultat de nulle contrôlabilité, avec un coût du contrôle uniforme à l'epsilon, et c'est ce qui leur permet d'obtenir des résultats de stabilisabilité uniforme à l'epsilon. Et donc, les résultats obtenus sont les suivants. Convergence des solutions des équations de Riccati, convergence de l'état approché stabilisé vers l'état stabilisé du modèle initial et convergence des contrôles. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant est une extension de ce travail. Ce qu'on souhaiterait, c'est voir si on peut obtenir mieux et notamment obtenir des taux de convergence à la fois sur les feedbacks, sur les contrôles et sur l'état. Donc, c'est la partie 2 dans lequel je vais présenter le travail qu'on a fait avec Mehdi.
Je le présente dans le cadre d'Aucine et j'expliquerai un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas d'Oucinès, qui a une petite variante à opérer, mais la problématique est la même. Donc, le modèle exact, c'est celui-ci. Si on veut réécrire ce système dans une équation d'évolution, il faut introduire le projecteur de Loré, qui est un projecteur orthogonal dans L2 exposant 3 sur l'espace des fonctions à divergence nulle, à trace normale nulle. Et l'opérateur de Aucine n'est rien d'autre que le projeté de cet opérateur de convection-diffusion. Dans le cas où le domaine est soit convexe, soit régulier, on a la régularité H2 des solutions pour des seconds membres L2, et l'opérateur de contrôle ici n'est rien d'autre que la fonction caractéristique de O que l'on projette à l'aide de l'opérateur de Loré. Donc, utilisant ce projecteur, on élimine la pression et on se ramène à une équation d'évolution standard. Donc, c'est là-dessus qu'on veut faire de l'approximation. Je vais passer quelques slides sur des aspects plus techniques mathématiquement, mais en essayant de mettre en évidence les points clés. Donc, c'est ce que j'appelle le cadre général. Donc, le cadre général, c'est essayer de repérer dans ces problèmes d'approximation quelles vont être les hypothèses clés qui vont nous permettre d'obtenir ces taux de convergence. Alors, on a besoin, il y a deux slides d'hypothèses. On a besoin d'une, deux, trois, quatre et cinq hypothèses. Donc, je vais les commenter. D'abord, j'ai expliqué qu'on était dans le cas non conforme. Donc, Z et Z epsilon sont des sous-espaces de notre espace de Hilbert grand H. Et on a besoin d'introduire des projecteurs qui ne sont pas nécessairement des projecteurs orthogonaux, qui seront des projecteurs orthogonaux dans l'application que je vais donner ici, mais on peut être plus général que ça. Donc ça, c'est juste le cadre, ce n'est pas une hypothèse. Alors, la première hypothèse, c'est le fait que A est le générateur d'un semi-groupe analytique. A epsilon est aussi le générateur d'un semi-groupe analytique, mais il faut qu'A epsilon soit le générateur d'un semi-groupe analytique dans Z epsilon, mais uniformément en epsilon. Alors, ça signifie quoi? Uniformément en epsilon, ça signifie que on va avoir la caractérisation d'un semi-groupe analytique, donc une estimation de la résolvante et le fait que l'ensemble résolvant contient un secteur du plan complexe avec un angle ici qui est strictement plus grand que pi sur 2. Donc, ça sont les caractérisations des semi-groupes analytiques, mais on a besoin que ces objets, donc le secteur et la constante qui est là, soient indépendants de epsilon, donc soient valides pour tout epsilon dans un intervalle donné. Et on a évidemment le même type d'estimation pour A. Donc ça, c'est ce que j'appelle les estimations analytiques uniformes pour A epsilon, et on a la même pour A. On a une deuxième hypothèse qui est une hypothèse sur l'approximation de A par A epsilon. Bon, on a une hypothèse technique qui est le fait que tous les P epsilon sont uniformément bornés en epsilon. Ça, c'est pas très contraignant. Alors, que signifie l'hypothèse qui est là? L'hypothèse qui est là signifie que quand je résous l'équation associée à lambda i moins 1, donc en gros l'équation associée à A, avec un second membre dans H,
Et quand je résous l'équation associée à A epsilon avec un second membre dans H, quand je fais la différence des deux, je suis capable d'estimer cette différence en fonction de epsilon. Donc, typiquement, je vais revenir en arrière. Alors, attendez. Là, je suis sur le slide 16. Typiquement, c'est ce qu'on a ici. Hein. Donc, ça, c'est si ça, c'est l'opérateur grand A, ici, on va avoir A-1 appliqué à F, moins A epsilon moins 1 appliqué à F, et on estime la différence, et la différence en norme machin, elle est en epsilon. Normalement, avec ce que j'ai donné tout à l'heure, ce serait uniquement la norme L2 qui serait nécessaire, mais ici, on a un taux en epsilon. Donc, on a C fois epsilon, et dans le cadre général, ben, on a un certain taux. Donc, on a un taux sur l'approximation de A. On a également un taux sur l'approximation de B. Ça, c'est la solution de, si on oublie le lambda 0, en gros, de AZ plus BU égale 0. Et donc, quand on résout cette équation, on passe le BU de l'autre côté, on inverse l'opérateur A. Donc, ça, c'est la solution de l'équation contrôlée, exacte. Et ici, la solution de l'équation approchée. Et on suppose qu'on a ce type de taux. On a besoin de deux autres conditions techniques sur le degré de non-bornitude de B. On voudrait avoir la même chose pour A epsilon. En fait, c'est pas toujours vrai, ce type de condition. Ça va être dans l'exemple que je vais vous donner, mais ça peut être mis en défaut rapidement. Et donc, souvent, on a besoin d'une condition plus faible. Et puis, il faut que la paire soit stabilisable pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc, partons là-dessus. Comment on applique ces résultats? Alors, on a vu que donc l'opérateur de Haussine, c'est celui-ci, dans lequel le WS était noté VS. Le VS qui est ici. Mais on voit que dans le problème approché, on veut approcher le VS. Donc, il faut se donner une famille d'opérateurs qui vont approcher VS. On pourrait borner la différence, mais c'est plus simple ici de dire juste qu'on considère une famille qui vérifie une inégalité de ce type, c'est-à-dire on a une borne uniforme sur les WS. Alors, on a une famille d'opérateurs qui recouvre en particulier l'opérateur de Haussine, et on a une forme bilinéaire associée qui est peut-être plus classique pour les gens qui font de l'approximation, qui est associée à cet opérateur. L'intérêt de la forme bilinéaire ici, c'est qu'elle est valide. Enfin, je vais pouvoir en dire des choses pour Z dans H1 et zeta dans H1, alors qu'ici, les états considérés ne sont pas dans H1, mais H1 à divergence nulle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette forme bilinéaire? Elle vérifie cette condition de coercivité. Alors, pourquoi on a ça? Si on avait WS égale 0, on n'aurait pas besoin de ce terme-là et on aurait nu ici à la place de nu sur 2, puisque typiquement, WS égale 0 fait que ce terme-là est nul, donc c'est juste la coercivité du Laplacien. On aurait nu fois la norme dans H1, puisqu'on prend des conditions de Dirichlet. À cause de ces termes ici, on perd ici et on perd ici, mais ce n'est pas catastrophique. Ici, on perd un petit peu, et là, on perd en norme L2. Alors, il y a des résultats théoriques sur les semi-groupes analytiques qui permettent de montrer assez facilement que quand on a une inégalité de coercivité comme ça, le semi-groupe engendré par l'opérateur associé à la forme bilinéaire
est analytique et vérifie les estimations souhaitées. C'est ce qui est écrit ici. Je l'ai réécrit parce que ce résultat, donc le fait qu'on ait un secteur contenu dans l'ensemble résolvant et l'estimation qui est là, ces deux résultats sont indépendants du WS, donc sont uniformes en WS, à condition que WS vérifie une condition de borne comme précédemment. Donc ça, ce sont les hypothèses techniques qui nous permettent de démontrer l'analyticité de A et de A epsilon, puisque sur la partie pseudo-compressible, à condition d'avoir une hypothèse sur le taux de convergence de VS epsilon vers VS, on va avoir, et je passe rapidement là-dessus, on va avoir le même type de convergence. Pourquoi? Parce que on retrouve ici la même forme bilinéaire, donc on va avoir la coercivité, et ça ne fait que rajouter à la coercivité. Donc c'est ça qui nous permet de démontrer la première hypothèse qui était donnée ici. Donc maintenant, je vais m'attacher à vous expliquer comment on peut obtenir facilement la vérification de l'hypothèse d'approximation pour A et pour B epsilon. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient ce type de résultat. Donc là, il y a trois résultats. Le premier, je vais y revenir. Le second, c'est le résultat d'approximation qu'on souhaite avoir pour la convergence de epsilon vers A. Et ça, c'est la partie contrôle. À quoi correspondent ces deux inégalités? Alors, venons-en à la première. Donc, on s'intéresse à l'équation Haussine pseudo-compressible. Si on considère cette équation avec un second membre L2, donc typiquement, ça c'est le second membre qui va être dans L2 et Z c'est la solution. Donc, l'hypothèse qui est là nous dit que si le second membre est dans L2, la solution est dans H2 et 1 sur epsilon divergence de Z est dans H1, mais cette estimation est uniforme en epsilon. Donc ça, c'est typiquement une estimation sur la pression. Donc, comment on obtient ça? On obtient ça en considérant l'équation d'Haussine pseudo-compressible et en passant le terme epsilon P en second membre de la divergence, donc on a moins epsilon P, et on utilise les estimations qu'on a sur Haussine dans le cas incompressible et par un argument de contraction où quand epsilon est assez petit, on peut récupérer pour Haussine pseudo-compressible les estimations qu'on a sur Haussine. Et l'inégalité 2, c'est la même chose pour le système adjoint. Alors, comment procède-t-on pour avoir ce type de résultat? Donc, je vous ai dit que ce type de résultat consiste à regarder la solution exacte correspondant à F et la solution approchée correspondant également à F. Donc, normalement, je dois faire la différence entre V et V indice epsilon. Mais dans A epsilon, ici, je ne prends pas le VS, mais je prends VS epsilon. Donc, je vais écrire une équation intermédiaire qui va être Haussine incompressible, mais avec un VS approché. Et donc, pour écrire la différence entre V et V indice epsilon,
il faut que je fasse la différence entre V et V exposant epsilon, puis V exposant epsilon et V indice epsilon. Donc, je vais vous présenter la différence des deux. Celle-ci est plus facile et plus standard à faire. Donc, supposons qu'on veuille estimer la différence des deux. On va écrire l'équation par la divergence. On écrit aussi l'équation pour la pression. Q ici, c'est la pression associée à V exposant epsilon. Je n'ai pas mis de exposant epsilon ici pour ne pas alourdir les notations, mais c'est la pression associée au V epsilon qui est là. Donc, l'équation vérifiée par Z, c'est celle-ci. On introduit l'équation adjointe, donc qui est la même, mais dans laquelle on a transposé ces deux opérateurs, donc l'un par intégration par partie, l'autre par transposition algébrique. On obtient cette équation dans le cas pseudo-compressible et en prenant ici comme second membre V indice epsilon moins V exposant epsilon, en faisant une multiplication et une intégration par partie, on obtient cette identité que l'on majore sous cette forme-ci, et c'est ici que l'on va utiliser, alors d'une part, l'expression que l'on a sur la pression qui est ici. Donc, le terme qui est là vient de ce type d'estimation ici, puisque là, on va pouvoir estimer la pression en fonction du second membre. Donc, le second membre ici, c'est V indice epsilon moins V exposant epsilon que l'on retrouve ici. Donc, ça, c'est l'estimation que je vous ai montrée précédemment. Le epsilon vient du second membre qui est là, et on a une estimation de Q, ce qui fait qu'on obtient ce type de résultat. Donc, voilà comment on peut démontrer très rapidement la condition sur A. Alors, la condition sur B, dans le cas d'un contrôle distribué, elle est très simple, elle découle de la précédente. Pourquoi? Parce que l'identité qui est là n'est rien d'autre que ceci appliqué à la fonction caractéristique de O, qui est un opérateur borné. Donc, si on a ce type d'estimation, on l'a également sur les opérateurs de contrôle. Donc, voilà comment on vérifie toutes les hypothèses, sauf la condition de stabilisabilité. Alors, la condition de stabilisabilité, compte tenu de l'heure qui avance, je vais passer rapidement. Ça se ramène à un résultat de continuation unique pour le problème de valeur propre adjoint. Le résultat qu'on a obtenu ici, c'est que on peut affaiblir les hypothèses de Tuxnack et Lebach en supposant uniquement ici que les états stationnaires ne sont pas nécessairement Lipschitz, mais uniquement bornés. Ça vient du fait qu'on a un résultat plus faible qu'eux, qui a un résultat de continuation unique et pas une inégalité de Kalman. Donc, on démontre facilement la stabilisabilité de la paire AB. Alors, la stabilisabilité de la paire A epsilon B epsilon, qui est démontrée dans Tuxnack, Lebach par une inégalité de Kalman uniforme, s'obtient ici comme conséquence des résultats d'approximation qu'on a obtenus. En d'autres termes, si on sait que la paire AB est stabilisable, par exemple avec un certain taux de décroissance oméga K, alors on en déduit la stabilisabilité de la paire A epsilon B epsilon. Comment fait-on? Ben, on choisit comme opérateur de feedback le même que précédemment. Et dans ce cas-là,
on perd au niveau du taux de décroissance, mais on est capable de quantifier cette perte par un ρ qui est indépendant de epsilon, et donc on perd un petit peu, mais on a encore stabilisabilité. Donc la stabilisabilité de la paire rapprochée, si les hypothèses précédentes que je vous ai données sont vérifiées, s'obtient facilement comme conséquence du résultat précédent. On a la même condition pour la détectabilité, et donc on va être capable de calculer les feedbacks à l'aide d'équations de Riccati. Donc j'ai écrit ici les deux équations de Riccati pour le problème exact et le problème approché. Et ce qui nous intéresse, c'est obtenir des résultats de convergence pour la solution du problème de Riccati et pour les feedbacks. Donc, les feedbacks sont simples à obtenir dans le cas où on a un contrôle distribué. Il suffit de prendre k epsilon moins la solution de l'équation de Riccati, pareil pour k. Donc ça n'est rien d'autre que le feedback k. Ça, c'est le k epsilon, ou réécrit avec l'opérateur O, c'est ce qu'on a ici. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un taux de convergence en epsilon log de epsilon. On ne peut pas faire mieux, c'est optimal. C'est-à-dire qu'on perd, par rapport au résultat d'approximation qu'on a sur l'opérateur initial, au lieu de garder la puissance epsilon, on perd un petit peu. Voilà le type de résultat qu'on obtient. Donc ça, c'est l'état stabilisé du système exact. Ça, c'est l'état stabilisé du système exact, mais avec le feedback approché. Et ça, c'est l'état du système approché. Donc, les trois quantités sont intéressantes. On peut comparer le système exact stabilisé et le système approché stabilisé. On retrouve le taux en epsilon log de epsilon ici, et le taux de décroissance exponentielle, qui est le taux initial perturbé. Donc ça, c'est la perte que l'on a, mais ρ est fixé, donc pour epsilon petit, on garde la stabilisation exponentielle. Ça sont les estimations ponctuelles, et on a également des estimations en norme LP en temps. Donc, je vous passe là-dessus. Je voudrais finir dans les 4 minutes qui me restent, sans trop déborder, par le cas du contrôle frontière. Donc, je repars du système de Haussine que je veux contrôler au bord par un contrôle localisé par des fonctions GI. Donc, les GI sont donnés. Je prends un nombre fini de fonctions GI et je cherche un contrôle qui soit combinaison UGI de ces fonctions GI. Les fonctions GI, il faut que je les choisisse judicieusement. Donc, les hypothèses, c'est qu'elles doivent être assez régulières. La trace normale doit être de moyenne nulle. Et le système avec ce choix des GI doit être stabilisable. Donc ça se vérifie facilement qu'on peut trouver des GI qui vérifient une telle condition de stabilisabilité. Donc, le but, c'est de trouver un feedback et de l'approcher. Alors, ici, le projecteur de Leray joue un rôle essentiel. Pourquoi? Parce que les GI, à cause de la condition de stabilisabilité, ne peuvent pas être à trace normale nulle. Sinon, on perd en efficacité et la stabilisabilité n'est pas garantie. Et donc, l'état du système qui est là est bien à divergence nulle, mais n'est pas à trace normale nulle à cause de cette condition. Alors, à cause de ça, PY est différent de Y. Et donc, dans le cas d'un contrôle frontière, on a une équation pour PY
et puis une autre équation pour I moins PY qui va être une équation algébrique. Mais ce qui joue un rôle essentiel, c'est le PY, et c'est là-dessus qu'on cherche le feedback. Et le I moins PY va être, si on stabilise cette partie-ci, ceci sera automatiquement stabilisé. Alors, pourquoi il y a une difficulté ici? Et pourquoi ce type de résultat n'a pas été obtenu avant? Si on fait une approximation pseudo-compressible, on va être amené à considérer un contrôle au bord de ce type-là. Donc, on va être amené à définir les opérateurs B et B epsilon. Et pour ça, on introduit les opérateurs dits de Dirichlet, D et D epsilon, qui consistent à résoudre l'équation Dawson pour une donnée au bord, G. Donc, DG, c'est la solution de ce problème de Dirichlet. Et D epsilon G, c'est la solution de ce problème de Dirichlet dans lequel la condition d'incompressibilité est approchée. Quand on réécrit les équations d'évolution associées, on vérifie que l'opérateur B de contrôle, c'est un opérateur dans lequel on calcule les DGI au bord et on résout l'équation dont on applique cet opérateur, puisque la solution va être donnée par l'inverse de cet opérateur, si on veut retrouver le DGI. Mais du fait qu'on applique cet opérateur, on est conduit à introduire ici l'opérateur de projection P. Quand on regarde la donnée au bord pour Haussine pseudo-compressible, on a exactement la même formule, mais on n'a pas le projecteur ici. Le projecteur, dans le cas Haussine, c'est l'identité. Et donc, quand on s'intéresse à l'approximation de cette équation par celle-ci, on a quoi? On a une bonne approximation de A par A epsilon, c'est exactement les mêmes conditions que précédemment. On a une bonne approximation de D par D epsilon, comme précédemment, mais on n'a pas une approximation de l'identité, n'approche pas P. Et donc là, il y a un problème majeur qui fait qu'on n'arrivera jamais à converger dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut changer d'opérateur. Alors, on a deux stratégies possibles. Soit on change d'opérateur, ça veut dire qu'on va prendre une autre condition limite au bord. On va prendre ici un P epsilon qui va approcher P. Donc, c'est une méthode possible qu'on a explorée, mais qu'on n'a pas totalement écrite. Et l'autre méthode consiste à construire un modèle d'ordre réduit, reduced order model, basé sur des projections spectrales. Donc là, il faut que je vois le responsable du séminaire qui me dise combien de minutes négatives j'ai en plus. En gros, il me reste combien de temps? Alors. Je suis là jusqu'à 6 heures. Alors, il reste. Bon, le temps est épuisé, mais on peut encore 5 minutes. D'accord. Bon, maximum 5 minutes. Donc, je vais présenter. Donc, l'idée essentielle, c'est de dire, OK, on ne peut pas opérer de la sorte. Est-ce qu'on peut utiliser des projections spectrales? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va s'intéresser au spectre de A ou de A epsilon et qu'au lieu de considérer la dynamique complète, on va projeter le système sur un sous-espace de dimension finie qui correspond à un certain nombre de modes propres de A sélectionnés. Donc, on peut avoir une coupure spectrale plus ou moins importante.
Donc ça, c'est l'espace propre généralisé associé à ces valeurs propres. C'est ce que je vais noter ZU. Et ZS va être la partie complémentaire qui n'est pas représentée ici totalement. Donc l'intérêt, c'est que le ZU est de dimension finie et le ZS est de dimension infinie. On fait quelques hypothèses sur la coupure. Donc on va supposer que ZU, son spectre, est à droite de moins oméga U, que ZS correspond à ce qui est de l'autre côté. On n'est pas obligé de prendre le même. Ce qui est important, c'est que le oméga ici corresponde au taux que l'on souhaite avoir au final, et le oméga U doit être légèrement supérieur au oméga. Comment opère-t-on un projecteur spectral? Donc ici, on utilise la formule de Cauchy pour représenter la projection sur l'espace de dimension finie via un contour défini à l'aide de courbes de Jordan. Donc typiquement ici, on prendrait une courbe de Jordan qui ne contiendrait que ces valeurs propres-là et parcourue dans le sens rétrograde. Et donc ça nous permet, utilisant ce projecteur, ça nous permet de découper l'état et les équations en une équation dans ZU, projetée dans ZU, une équation projetée dans ZS. L'optique est de stabiliser uniquement la partie ZU et utiliser le fait qu'ici on a un semi-groupe exponentiellement stable pour montrer que même si on perturbe ici, globalement, les choses vont se passer correctement. Donc ça, c'est au niveau du modèle exact. Au niveau du modèle approché, on a un résultat ici qui est assez fin, qui n'est pas nécessairement simple à démontrer, mais qui est extrêmement important. C'est le fait que sous les hypothèses d'approximation que l'on a, le gamma U, qui était le contour utilisé autour d'une partie du spectre de gamma, qui était contenu dans la résolvante de A, par un argument de perturbation, on arrive à démontrer qu'il est aussi contenu dans la résolvante de epsilon, pour epsilon assez petit, ce qui nous permet d'utiliser le même contour pour définir un projecteur dans l'espace Z epsilon. Donc, c'est ce projecteur qui nous permet d'étudier le splitting du système approché en deux parties, une partie stable, une partie instable. Et c'est sur ces systèmes approchés, donc les opérateurs associés sont les opérateurs dans lesquels on fait intervenir le projecteur sur ZU et le projecteur sur Z epsilon U. Donc, c'est sur ces opérateurs-là et les opérateurs AU et A epsilon qu'on vérifie toutes les hypothèses précédentes et qu'on démontre les résultats de stabilisabilité. Donc là, j'ai pas le temps d'en dire plus. Je vais juste conclure. Donc, on a pour les systèmes projetés approchés les mêmes résultats que précédemment. Donc, juste en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé un certain nombre d'hypothèses générales et c'est ça qui nous sert après, qui nous permet d'obtenir les résultats sur les taux de convergence des feedbacks approchés vers les feedbacks du système initial. Donc, ces résultats-là que j'ai illustrés dans le cas pseudo-compressible peuvent être démontrés dans le cas d'une approximation numérique. Donc, c'est ce qui est écrit ici. On peut utiliser cette méthode-là pour l'approximation pseudo-compressible, pour l'approximation par élément fini, pour d'autres types d'approximations, par exemple l'approximation de conditions de Dirichlet par des problèmes Robin, pour des problèmes fluides de structure. Donc, la méthode est assez générale et permet d'obtenir facilement des résultats.
Les papiers sur lesquels je m'appuie sont celui de Kevin Lebach et Marius Tuxnack. Celui-ci, c'est sur la partie pseudo-compressible qui est à paraître, et les autres sont en fin de rédaction et seront soumis très bientôt. Et je m'arrête là avec un petit peu de retard, je suis désolé. Et je suis ouvert pour répondre à des questions éventuelles. Merci, professeur, pour cette belle exposé. Alors, on passe aux questions. Ok, une question? Je n'ai pas envie de lever la main, il faut attendre. Oh, oui, monsieur Darmel. Désolé, Jean-Pierre, oui. Ça peut être un peu long, mais je vais me restreindre. Je vais faire un minimum. Dans le slide 24. Alors, le slide 24. Oui. Tu es allé un peu vite parce que tu as parlé d'un problème de prolongement unique et pas de Carlman. Oui. Alors, oui, tu as précision. Comment le prolongement unique? Alors, c'est écrit en bas là, du slide. Donc, pour Rossine, c'est un Carlman local, contrairement au cas de la contrôlabilité. Donc, on fait un Carlman local. Pour Rossine, ça a été fait dans un papier de Badra et Takeo en 2014. Et pour Boussinesque, je l'avais fait avec d'autres collègues indiens dans un papier paru en 2018, Journal of Differential Equation. On l'avait fait, donc il s'agit d'écrire un Carlman local, mais couplant les deux, couplant le Carlman pour Rossine et le Carlman pour la chaleur, et on l'avait fait sous des hypothèses de régularité plus fortes que celles que j'ai données là. Donc avec Mehdi, on l'a repris et on a vu que les idées qu'ils avaient utilisées en 2014 pour Rossine, qui consistaient à remplacer l'hypothèse classique Lipschitz par juste la solution stationnaire bornée. Il s'agit de réécrire l'adjoint de manière astucieuse, c'est-à-dire au lieu de faire porter les dérivés, tu as des termes en gradient VS. Donc, ces termes en gradient VS, tu les intègres par partie. Tu n'as plus que du VS. Et donc, dans ton Carlman, évidemment, tu as le gradient de la solution estimée, mais le gradient, tu le contrôles par le Laplacien. Donc, si tu veux, c'est ce type d'idée qui marche. Et dans le cas de la chaleur, même avec le couplage Rossine et la chaleur, c'était le truc qui a vérifié, mais ça se passe bien. Donc, l'idée, je suis allé très, très vite là-dessus, tu as raison. L'idée, c'est de dire... On veut de la continuation unique, donc on fait du local. Et tu pousses un petit peu, tu pousses. Voilà, et le local, après, sur Rossine, il était, le optimal, il était connu depuis 2014. Celui sur la chaleur, c'est un truc plus standard. Donc, il faut coupler les deux, mais bon, astucieusement et montrer que ça marche. Mais c'est pas. Par contre, c'est pas compliqué, mais c'est pas totalement évident parce que dans notre papier paru en JDE en 2018, au début, on s'appuyait sur le résultat d'un collègue dont je tairai le nom,
dans le résultat, la conclusion était intéressante, mais l'hypothèse qu'il faisait sur les fonctions qui permettent de définir les poids de Kalman, on a trouvé que l'ensemble était vide. Donc, on a réécrit ce Kalman. Gênant. Jean-Pierre, tu parles de Karleman pour le problème linéarisé ou le problème non linéaire en soi pour Bossinès? Non, linéarisé. Linéarisé, toujours. Non, linéarisé. C'est toujours sur le linéarisé. Jean-Pierre, à ma connaissance, pour le problème non linéaire, de toutes les façons, attends, Oui. Rassure-moi, tu n'es pas sûr de l'existence globale. Non. Déjà, voilà. Donc, voilà. Mais, donc, alors, si. là-dessus, on peut travailler ensuite. Non, les résultats sont des résultats existence globale en temps à données petites. Hein. Voilà, ça aide. C'est des résultats locaux, c'est-à-dire si la perturbation de la condition initiale ou d'un terme source n'est pas trop importante, on a… Je vais arrêter avec ma deuxième question. Juste, oui. Déjà pour le slide, bon, une remarque, le slide 35, c'est la formule de Elfer-Shostrand. Hein. Donc, tu vois, on tourne, et puis on y revient. 35, attends, là, tu dis c'est… C'est Elfer-Shostrand. Ça, là? Oui. C'est Cato. Oui, ça, c'est le Néandertal, tu vois. Comment dire, c'est l'ancêtre. Non, mais elle est là… Bon, j'ai pas dit ici, mais tous les arguments de perturbation qu'on met en œuvre oui. C'est beaucoup ça. C'est du Cato, c'est de l'adaptation de ce qui est fait dans Cato dans 62. Oui, qu'après d'autres les aient réutilisés, sûr, mais non, mais c'était… Dans Cato, il y a des résultats remarquables. Hein. Il n'est pas hyper… La formule de Cauchy. Oui. S'il te plaît, Jean-Pierre, oui. Slide 30, je n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe au bord. Parce que… Slide 30, oui. Parce que là, GI, enfin, les données, ces contrôles au bord, là, ces données au bord que tu prends, oui. qui vont jouer, le UI et le contrôle, les GI sont des fonctions préfixé. Alors, le G est fixé. Il le vit G au est bord. fixé. Voilà, hein? C'est ça. Le G, il vit au bord quand même. Oui. Ça veut dire quoi, GI, l'intégrale sur gamma de GI N? N, c'est qui? C'est la normale. N, c'est la normale au bord. C'est sur gamma, donc c'est la normale au bord. N, c'est un vecteur. C'est la normale au bord, oui, c'est un vecteur, oui. C'est le vecteur normal à la frontière. Et GI, c'est une fonction. Oui. Non, mais GI, c'est un vecteur aussi, si tu veux. Bien sûr. Non, tu as une équation, dans RD, bien sûr, excuse-moi. Oui. Mais culpa, stop. Non, si tu veux, on impose ça pour que la divergence soit vérifiée. Sur chacune, si tu veux, sur chacune d'elles, et comme ça, on est sûr que quand on les combine entre elles, c'est toujours vérifié, la condition de divergence. Et tu as vraiment besoin du H3,5 parce que sinon tu perds. Sinon tu es… Non, alors là, non, le H3,5, non, on pourrait baisser, ça, tout dépend de la régularité que tu veux avoir sur l'état. On pourrait… Si on se place en dimension 2, par exemple, et qu'on cherche à stabiliser des données L2, on va des conditions initiales L2, on va chercher la solution uniquement L2H1, et dans ce cas-là, H1,5 à la frontière suffirait. Là, j'ai pris 3,5 pour être sûr que tout ce que je raconte… Je prends des solutions régulières, mais je peux baisser la régularité, il n'y a pas de souci. Enfin, tout dépend. C'est pas…
c'est pas fondamental. Le GI, donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur le linéarisé, tu vois, je pourrais prendre les GI, même en dimension 3, les GI H1,5. Sur le linéarisé, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le fait que je souhaite stabiliser un espace de dimension finie. Bon, là, cette dimension finie, ça va être régulier. Si tu veux savoir avoir la régularité des fonctions propres. Mais il faut garder des estimations uniformes dans le H1, par exemple. Oui, non, mais ça va pas. Il y aura pas de difficulté. Parce qu'après, si tu veux, tu vas vérifier donc la condition de stabilisabilité. Tu vas faire intervenir le problème adjoint. Donc, tu vas avoir en gros les GI, tu vas avoir une condition de rang sur l'intégrale au bord des GI fois les fonctions propres, fois le tenseur des contraintes des fonctions propres adjointes. Je suis une condition de type Otus ou Fattorini sur les termes de bord. Mais ça va être bien défini, il y a pas de difficulté. Non, les GI peuvent être moins réguliers. Alors, par contre, après, si on s'intéresse au problème de la stabilisation locale du non-linéaire, là, comme tu gères la non-linéarité, il faut être précis sur les espaces que tu vas utiliser. Tu vois, enfin, si tu veux des solutions régulières, il faut que tes GI au bord soient assez réguliers. Ouais. Merci. Merci, M. Ahmed. Une autre question? Bon, peut-être la dernière. Juste peut-être pour Boussinesq, Oui, voilà. est-ce qu'il y a une grande différence entre la dimension 2 ou la dimension supérieure? Alors, ça, c'est une... Bon, il y a en gros la même différence que pour Navier-Stokes. Puis si tu coupes le Navier-Stokes à la chaleur, tu perds rien, mais tu gagnes rien non plus. Donc, si tu veux, les résultats, donc il y a des choses dans des bouquins de Temam qui a étudié Boussinesq. Je pense que oui, je pense que pour Boussinesq, sans parler de problème de contrôle, on a l'existence, comme pour Navier-Stokes, l'existence de solutions faibles en gros d'énergie finie, à la fois pour la vitesse et pour la température, et on n'a pas unicité. Donc nous, si on n'a pas unicité, si tu veux, du point de vue du contrôle, on est relativement embêté. Alors les solutions qui vont être proches d'un état stationnaire vont être localement uniques, mais tu vois ici, quand j'écris ça, par exemple, je dis on suppose que la solution existe dans cet espace. Donc,